Heu, je vais commencer, hein, puisque le temps passe et je pense que vous allez régler, vous allez régler ben, voilà, très bien. Bon, bah, c'est Voilà. super. Merci beaucoup Marie. Désolée. Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Désolée encore, hein, pour ce petit souci, d'ordre technique. Nous avons changé aussi d'environnement informatique, récemment, donc je pense que ça peut y participer, aussi. Voilà, bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire, hein, sur les fibres. Comme vous le savez, webinaire que nous avons intitulé «Les fibres, alliés ou ennemis». Donc moi-même, je suis Patricia Renoul, je suis présidente de l'APSI, qui est l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Alors, ce webinaire est organisé en partenariat avec Aprifel, qui est l'agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes, et qui sera représenté donc par Camille, Laura et Marie aujourd'hui. Heu, voilà. Les détails d'organisation. Très rapidement, le webinaire est prévu donc pour 1 heure, alors décomposé en 2 temps. Un temps d'intervention, donc continu sur 30 minutes et un temps de 30 minutes, pour des questions-réponses. Je souhaite vous préciser aussi que ce webinaire sera enregistré et qu'un replay sera, disponible. Vos micros seront coupés donc pendant toute la durée du webinaire, bien sûr. Voilà, alors juste un petit rappel, hein, donc sur l'association. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment, l'APSI, mais nous avons, parmi les participants des personnes extérieures, à l'association. Donc l'association a été créée en 2010 par 2 entérologues, le professeur Sabaté et le professeur, Piche, et une souffrante. Donc c'est une association qui a 15 ans d'existence aujourd'hui. C'est une association d'intérêt général et qui est agréée par le ministère en charge de la santé depuis 2024. Voilà, cet agrément, nous reconnaît comme association en capacité de représenter, les usagers du système de santé dans l'ensemble des établissements, donc de santé du territoire. Alors, je rappelle les missions de l'APSI, soutenir et accompagner les souffrants et leurs aidants, promouvoir et soutenir la recherche, informer également très largement sur le syndrome de l'intestin irritable, via notre site internet, mais pas que. Et quatrième grande mission, défense des droits des patients. Alors peut-être, Camille, quelques mots sur Aprifel? Oui, je vais le faire rapidement. Donc, Aprifel, nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Donc, c'est l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Donc, notre mission est de traduire la science en action. Donc, plus précisément, on va analyser la connaissance scientifique et la transmettre à différents types de publics, vraiment des publics qui sont très variés, pour informer sur les bienfaits d'une alimentation saine, durable et surtout riche en fruits et légumes. Donc ici, tout l'intérêt justement pour lier santé et fruits et légumes de ce partenariat avec l'APSI, pour ce webinaire et de manière, plus large. Donc voilà, donc on est ravis, de pouvoir tenir ce webinaire avec vous aujourd'hui. Et juste un petit point pratique pour la partie questions-réponses, vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation et n'hésitez pas, normalement dans le Teams, il y a un onglet questions-réponses, si vous pouvez les poser là-dessus, sinon c'est pas grave, là où vous pouvez. Mais voilà, dans l'absolu, dans cet onglet-là, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je rappellerai que le syndrome de l'intestin irritable concerne entre 3 et 5 millions de personnes en France, ce qui est évidemment un nombre relativement important. Vous savez sans doute que les symptômes, eh bien, sont des douleurs abdominales, des troubles du transit, des ballonnements, des gaz et parfois d'autres symptômes associés. Je n'en dirai pas plus parce que le docteur Scanzi aura l'occasion d'y revenir. Le syndrome de l'intestin irritable, comme vous le savez, est une pathologie chronique qui peut, dans certains cas, être particulièrement, invalidante.
Alors, les causes de la maladie sont multifactorielles, mais pour une très grande majorité des souffrants, le rôle de l'alimentation est essentiel. Alors, deux chiffres quand même très parlants. Plus de 90% des souffrants estiment que l'alimentation aggrave les symptômes et chiffre encore plus parlant, plus de 60%, 70% donc des souffrants, presque trois quarts, donc estiment que l'alimentation est l'élément déclenchant des symptômes. D'où la question tout à fait légitime sur les fibres alimentaires. Alors, sont-elles nos alliés ou sont-elles nos ennemis? Alors, nous savons qu'elles sont nécessaires, les discours médicaux et scientifiques nous le rappellent très régulièrement, nécessaires pour notre santé, nécessaires pour notre microbiote, mais avec l'impression, nous souffrant du SI, qu'elles sont particulièrement irritantes, qu'elles sont susceptibles de déclencher des douleurs et aussi des troubles du transit, notamment chez les souffrants du syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est un dilemme que nous avons souhaité trancher à l'heure où ces fibres eh bien, sont bien dans nos assiettes, hein, et garantes du bon fonctionnement de notre microbiote. Donc, il nous est paru utile de tenter d'y voir un peu plus clair sur ces fibres alimentaires et leur efficacité, voire leur pouvoir. Et pour nous y aider, nous avons invité trois experts du sujet. Alors, d'une part, le professeur Nathalie Delzen, que je présenterai rapidement, qui est professeure de métabolisme et nutrition à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et qui est directrice du groupe de recherche en métabolisme et nutrition, et qui s'est particulièrement intéressée au rôle des fibres alimentaires et des nutriments prébiotiques. Deuxième expert, le docteur Julien Scanzi, qui est gastro-entérologue au CHU Estin de Clermont-Ferrand et au centre hospitalier de Thiers, qui est auteur de deux ouvrages sur le microbiote intestinal et qui est membre du comité scientifique de notre association. Troisième expert, Madame Johanna Leloret, qui est diététicienne nutritionniste, qui est formée à la prise en charge diététique du syndrome de l'intestin irritable, notamment via la Monash Université et le GI Institute de l'Université du Michigan, et qui est cofondatrice de Gynédiète, qui est l'association des diététiciens nutritionnistes spécialisés en santé féminine. Voilà, donc au cours et après ces trois interventions, donc qui se succéderont, hein, comme je vous l'ai indiqué, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui sera géré par Camille et auquel donc nos experts se proposent de répondre et je les en remercie d'ores et déjà grandement. Alors, professeur Delzen, nous allons commencer voilà, par vous. En votre qualité de chercheur dans le domaine de la nutrition et de son impact hein, sur le métabolisme, vous avez étudié et vous étudiez spécifiquement les fibres alimentaires. Donc, nous serions curieux de savoir d'où vient ce concept de fibres alimentaires et également quels sont les mécanismes à l'œuvre et leur impact sur notre santé en général. Professeur Delzen. Un tout grand merci pour l'introduction et donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc si je peux avoir la slide suivante ou bien si vous voulez que je prenne le contrôle de l'écran, c'est à vous de me dire un peu ce que vous souhaitez. Voilà, c'est parfait. Pas de problème. Voilà, merci, c'est gentil. Donc voilà, ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'abord de récapituler un petit peu d'où vient en fait ce concept de fibre alimentaire qui bien sûr est largement présent dans les recommandations nutritionnelles dans pratiquement tous les pays du monde. Je veux dire, on va recommander un apport en fibres alimentaires, notamment via les fruits, légumes et céréales. Et je pensais faire un petit point avec vous de l'historique, d'où vient ce nom, quels sont les effets physiologiques et donc effectivement pour répondre aux deux questions qui m'ont été posées. Alors dans la slide suivante, en fait, je démontre que c'est une définition qui ne date quand même pas de très très longtemps. Hein. Donc c'est un Anglais, Ipsley, qui dans les années 50 a utilisé pour la première fois ce terme de fibre alimentaire. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment la référence à des matrices végétales que l'on retrouvait telles quelles dans les matières fécales. Et c'était effectivement quelque chose d'important parce que un certain docteur Kellogg's, dont vous connaissez sans doute le nom aussi,
accordait beaucoup d'importance au transit intestinal sur le bien-être et sur la santé. Et donc, on faisait très attention à la présence de ces matières fibreuses dans les matières fécales. Alors, il a fallu attendre les années 70 pour que deux chercheurs renommés dans le domaine, donc Burkitt et Trowell, parce qu'ils travaillaient en partie en Angleterre et en Europe et en Afrique, avaient observé qu'en fait, dans les populations africaines, qui se nourrissaient largement de matrices végétales, il y avait une protection qui se déroulait contre des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est ce qui a été, je vais dire, la première démonstration d'une protection contre les maladies liées à ces fibres alimentaires. Et à ce moment-là, quand on parle de fibres alimentaires, on se focalise vraiment sur des parties très particulières de la cellule végétale dans les plantes. C'est-à-dire qu'on considère comme fibres alimentaires ce qui se trouve dans la paroi des cellules végétales et qui résistent en fait à la transformation à l'hydrolyse par les enzymes digestives. Alors, la diapositive suivante vous montre donc à l'époque à quoi ressemblaient en fait les structures des fibres alimentaires. On distingue en fait des fibres alimentaires qui sont de structures glucidiques, donc des glucides, complexes parfois, comme la cellulose ou l'hémicellulose. Pour les chimistes qui sont présents dans la salle, on reconnaît les unités glucose qui sont là. Et puis des dérivés qui sont non glucidiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de structure de glucides, comme par exemple la lignine, et qui ont ces caractéristiques de se retrouver dans les membranes des cellules végétales. Alors là, c'est une définition très botanique, cellule végétale. Alors, la diapositive suivante, en fait, va vous montrer qu'en fait, il y a un critère très important quand on parle des effets des fibres alimentaires, c'est la non-digestibilité. Et donc, en 1982, on inclut, grâce aux travaux de Burkitt et Trowell, on inclut en fait cela dans la définition des fibres alimentaires dans l'index Medicus. Alors, la non-digestibilité, on va l'étendre à d'autres types de composés, pas seulement ce qu'on trouve au niveau des membranes des cellules végétales, mais par exemple, dans toutes les cellules végétales, il y a ce qu'on appelle des polymères de stockage. Et par exemple, l'amidon, on ne va pas le retrouver dans les parois végétales, mais c'est un polymère de stockage du glucose. Et donc, ce que l'on sait, c'est que l'amidon, qu'on retrouve comme source de glucides complexes dans les céréales notamment, dans beaucoup de légumes notamment, il est composé de deux types de molécules. Il y a de l'amylose, qui est une structure linéaire, et puis de l'amylopectine, qui est une structure ramifiée. Alors vous allez me dire, ça change quoi? Dans l'amylopectine que vous voyez sur cette diapositive, l'eau peut s'introduire, et ça permet ainsi d'avoir l'action des enzymes digestives. Tandis que l'amylose, c'est une structure linéaire, les polymères peuvent s'empiler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le petit panneau de droite, vous voyez qu'en fonction des sources alimentaires de glucides complexes, comme le maïs, la pomme de terre, la proportion d'amylose, amylopectine peut varier. Et c'est ce qui fait qu'une partie de cet amidon va être considérée comme résistant à la digestion. C'est ce qu'on appelle les amidons résistants. Plus c'est riche en amylopectine, plus c'est, digestible, plus c'est riche en amylose, plus ça peut être résistant. Et si un glucide résiste à la digestion, que va-t-il devenir? Alors là, si on peut passer à la diapositive suivante, la non-digestibilité, on la voit pour l'amidon résistant, mais il y a aussi énormément d'autres polymères qu'on retrouve dans les plantes, comme l'inuline, qui sert d'antigel en fait pour la plante, et qui est aussi, mais là c'est par des liens chimiques particuliers entre les unités fructose, complètement résistant à la digestibilité, à la digestion dans la partie haute de l'intestin. Alors, dans la diapositive suivante, ce que l'on voit, c'est que après, cette évolution, la reconnaissance de la non-digestibilité, on a fameusement étendu le nombre de molécules que l'on considère comme fibres alimentaires. Ça devient de plus en plus complexe. On retrouve des polysaccharides et on retrouve la lignine, par exemple, mais on inclut aussi, et c'est particulier en Europe, des oligosaccharides, ça veut dire des molécules de petite taille qui sont non digestibles. Ça, c'est la caractéristique générale de toutes ces fibres alimentaires. Mais comme on le voit, avec la petite étoile qui se trouve à côté de ces oligosaccharides, ils sont rapidement fermentés dans l'intestin. Et donc vient cette notion que pour être une fibre alimentaire, il faut résister à la digestion, mais il faut aussi, pour beaucoup de ces fibres alimentaires, elles vont subir ce qu'on appelle une fermentation. Tout simplement parce que nous sommes habités en fait par des bactéries intestinales qui peuvent, si ces glucides échappent à notre digestion, se nourrir de ces bactéries-là, les fermenter.
Et c'est ce qu'on voit sur la diapositive suivante. C'est-à-dire qu'on voit ici, c'est un schéma un petit peu complexe, qu'on considère aujourd'hui tous les glucides non digestibles qui se retrouvent dans la cellule de la plante, quel que soit l'endroit où ils s'y trouvent. Et de manière très intéressante, on s'est vraiment focalisé sur les glucides et sur les fibres qui sont fermentées parce que, comme on le voit, eh bien, les bactéries intestinales possèdent des enzymes que nous ne possédons pas. Et qu'est-ce qui se passe lors de la fermentation? Eh bien, on produit des molécules qui peuvent être actives à différents niveaux. On peut produire des gaz, on peut produire du CO2, de l'hydrogène, du méthane, en fonction de la composition de notre microbiote. Et la production de ces gaz peuvent produire les effets biologiques connus liés à la fermentation, production de gaz, distension abdominale. Et on suggère aujourd'hui que produire de l'hydrogène ou du méthane va peut-être être en lien avec l'état de santé en général. Puis en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de molécules potentiellement intéressantes pour la santé qui viennent de cette fermentation des fibres intestinales, comme par exemple les acides à chaîne courte. Le plus connu, c'est le butyrate. Le butyrate, il joue un rôle en fait de source d'énergie pour les cellules du côlon, mais il a de très nombreux effets biologiques, notamment un potentiel anti-inflammatoire, mais également de nombreuses propriétés biologiques. Il peut aider à produire des hormones dans l'intestin qui vont gérer par exemple l'appétit. Et donc tous ces phénomènes sont liés en fait à l'action des bactéries intestinales. Alors dans la diapositive suivante, ce que l'on voit, c'est que ce microbiote, bien, moi je le représente toujours avec cet iceberg parce qu'il est composé de 100 000 milliards de bactéries, ce microbiote intestinal auquel nous n'échappons pas. Nous sommes tous des individus différents d'un point de vue composition du microbiote, mais ce que l'on sait, c'est qu'on partage quand même certaines bactéries communes, certaines fonctions communes, et surtout que c'est l'alimentation qui est le plus grand gestionnaire de la composition et de l'activité du microbiote, notamment via les fibres alimentaires qui sont fermentées. Alors, sur la diapositive suivante, vous verrez qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que puisque le microbiote et certaines bactéries sont capables de pouvoir utiliser ces fibres alimentaires fermentées, ça peut modifier la composition du microbiote. Et par exemple, les fructo-oligosaccharides, les dérivés d'inuline, qu'on a pas mal travaillé au laboratoire, quand ils sont fermentés, ils produisent des gaz et des acides à chaîne courte dont j'ai parlé. Mais en plus, les bactéries qui sont capables de les utiliser vont pouvoir promouvoir la prolifération de certaines bactéries comme les bifidobactéries, qui jouent un rôle très important depuis la naissance jusqu'à la fin de notre vie, notamment comme éducateurs du système immunitaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet prébiotique. Donc, quand on a affaire à une fibre prébiotique, c'est quand elle est fermentée et qu'elle va promouvoir des bactéries d'intérêt dans l'intestin. Et toutes les fibres ne sont pas nécessairement, on n'a pas prouvé un effet de ce type-là, de type prébiotique. La diapositive suivante vous montre, je vais dire, c'est une diapositive qui est souvent citée quand on veut parler des fibres alimentaires, de leur intérêt pour la santé et notamment des fibres fermentées cibles. Ce graphique, il vous montre tout simplement que toute cause de mortalité confondue, plus on augmente la consommation en fibres alimentaires totale, eh bien, plus la mortalité diminue. Et donc, on a là, je vais dire, en termes de cause de mortalité, une relation dose-effet qui est quand même assez intéressante. Alors, jusqu'où peut-on aller dans la consommation de fibres alimentaires, notamment quand elles sont fermentées, notamment dans certains cas, ce sera bien sûr abordé par d'autres personnes dans ce panel. La diapositive suivante vous montre qu'en fait, quand on regarde les effets intéressants sur la santé attribués aux fibres alimentaires, on est loin de la description de Ipsley, de Burkitt et Trowell qui se focalisaient sur le transit intestinal. Et maintenant, vous voyez ici qu'effectivement, l'effet prébiotique est souvent pris en compte. Et on ne sait pas vraiment quelles fibres ont des effets prébiotiques. Certains, on les connaît très bien, d'autres, on ne le sait pas encore. Le risque cardiométabolique, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques, notamment associées à l'obésité, peuvent être aussi en lien avec une consommation importante de fibres alimentaires. Et comme je le disais, on va, grâce aux fibres alimentaires qui sont fermentées, pouvoir stimuler la production de certaines hormones qui régulent l'appétit. On parle aussi de l'impact sur le risque de cancer. Et puis parfois des effets qui ne sont pas toujours que bénéfiques. Donc par exemple, il y a des effets décrits au départ de certaines fibres qui vont absorber les minéraux et donc diminuer la biodisponibilité des minéraux. Mais quand une fibre est fermentée, c'est l'effet inverse qui se passe. On va produire les acides à chaîne courte et une des conséquences est de permettre une réabsorption
l'absorption des minéraux dans la partie basse de l'intestin. Et donc, une fibre alimentaire, non seulement elles sont très différentes, mais une fibre alimentaire n'est pas l'autre en termes de mécanismes sous-jacents pour expliquer ces effets pour la santé. Donc, vous voyez que l'histoire, elle est très compliquée. La diapositive suivante vous illustre en fait avec un contexte particulier d'un article qu'on a publié récemment que, en fait, justement, quand on parle de fibres alimentaires et de santé, ici c'est dans le contexte de la régulation du risque de cancer notamment, mais des fibres alimentaires, elles vont avoir des effets intrinsèques qui sont liés à leurs propriétés physico-chimiques, si elles forment des gels, etc., si elles peuvent absorber, si elles ont une structure complexe, et puis il y a des effets qui sont appelés microbiote dépendants. Donc quand une fibre est fermentée par le microbiote et qu'elle change, par exemple, la composition du microbiote, ben, certains des effets protecteurs vont pouvoir être attribués à cette fermentation. Donc, ce sont des molécules quand même très intéressantes parce qu'elles peuvent jouer sur deux côtés, indépendamment ou dépendamment des fibres alimentaires fermentescibles et donc de leur interaction avec le microbiote. La diapositive suivante. Et donc, il est question en suspens, parce qu'on m'a posé des questions, mais moi j'en relance également, qui seront peut-être débattues plus tard. Ben, finalement, avec toute cette complexité, cette reconnaissance de fibres alimentaires, ben, quelle dose de fibres, pour quel type de fibres et pour avoir quel effet? Cette question, elle n'est pas résolue du tout. On progresse, mais c'est loin d'être résolu. Il faut prendre la révision des recommandations nutritionnelles qui doit prendre en compte la diversité des fibres alimentaires. Je n'ai pas eu le temps de le parler, mais on parle beaucoup de fibres solubles, insolubles. D'un point de vue physiologique, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on doit vraiment essayer de mieux connaître les effets liés à la fermentation, aux caractéristiques des fibres. Alors, les effets qui sont générés par les fibres alimentaires dépendent surtout des molécules qui sont produites par la fermentation de ces fibres, mais on sait que le microbiote, quand on le change, eh bien, il n'y a pas que, je vais dire, des acides à chaîne courte qui sont produits ou des gaz, il y a aussi un grand nombre de vitamines ou d'autres molécules actives qu'on commence seulement à découvrir. Et donc, la production de gaz, ben, elle est physiologique lorsqu'on fermente des fibres. Le tout, c'est de savoir jusqu'où peut aller la tolérance. Et j'arrêterai ici ma présentation et donc plus tard, je crois qu'on aura l'occasion de pouvoir éventuellement répondre à des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Delzenne, pour cette présentation scientifique où on mesure quand même la complexité de la nutrition et en particulier les fibres alimentaires. En tout cas, merci, merci beaucoup. On va pouvoir faire le lien maintenant avec le docteur Scanzi. Qui, de par son approche clinique, hein, au-delà évidemment de ses recherches sur le syndrome de l'intestin irritable et le microbiote, pourra nous rappeler justement les éléments à la fois de complexité du syndrome de l'intestin irritable, le rôle, la complexité aussi, hein, du microbiote et de son rôle, et bien entendu, voilà, le caractère complexe également du rôle des fibres et son impact sur le syndrome de l'intestin irritable. Merci, docteur Scanzi. Je vous passe la parole. Merci Patricia. Donc normalement, on m'entend. Je crois que j'ai récupéré le micro. C'est OK? Super. Parfait. Nous sommes rassurés. Parfait. Est-ce que vous pouvez me donner l'accès au mode présentation, le contrôle des slides, idéalement? Je crois que j'ai fait la demande. Normalement, je vous ai donné le contrôle, ça marche ou pas? Alors, je vois pas. Alors, Je vous vois dessus en tout cas. ouais. Alors, je vais essayer de faire. Je pense que en appuyant, mais Ouais, c'est bon. ouais. OK, mais alors. OK. Parfait, super. Donc un bref rappel de le syndrome de l'intestin irritable, même si Patricia vous en a déjà un petit peu parlé. Globalement, il est défini depuis 2016 selon les critères de Rome 4 comme étant en gros l'association de douleurs abdominales qui surviennent le plus souvent par crise récurrente en lien avec la défécation, soit le fait d'aller à la selle, soit le fait que la fréquence ou la consistance des selles soit modifiée. On retrouve très souvent des ballonnements dans ce syndrome. Et puis, tous les examens complémentaires, à la fois biologiques, d'imagerie ou endoscopiques, sont normaux. On s'aide souvent de cette échelle de Bristol que vous connaissez peut-être, avec la consistance des selles pour définir des sous-types d'intestin irritable, de type diarrhéique, constipé ou alternant entre les deux. Et puis donc, vous le savez probablement, mais c'est un trouble fonctionnel intestinal. C'est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent qui concerne entre 4 et 10% de la population en fonction des critères
demandé. Globalement, c'est plusieurs millions de Françaises et Français qui sont atteints par ce syndrome. Et ça a beau être une pathologie bénigne, cette pathologie altère profondément la qualité de vie des patients qui en souffrent. Et malheureusement, les traitements sont le plus souvent symptomatiques et assez peu efficaces. Alors, d'où vient cette pathologie? Globalement, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est une sorte de puzzle avec plusieurs facteurs intriqués les uns aux autres qui aboutissent à un moment donné à ce syndrome de l'intestin irritable. Et les principaux facteurs impliqués sont des anomalies de la motricité intestinale qui peut accélérer ou ralentir le transit, une augmentation de la perméabilité intestinale, l'intestin devient un peu poreux et cela facilite et entretient une sorte de micro-inflammation, en tout cas une inflammation à bas bruit autour de l'intestin. On sait qu'il y a des facteurs psychosociaux comme le stress et l'anxiété qui rentrent en compte. Un dysfonctionnement de l'axe cerveau-intestin, c'est d'ailleurs défini dans les derniers critères comme étant un trouble de l'axe cerveau-intestin, une perturbation de la communication entre le cerveau et l'intestin. On retrouve très souvent chez la plupart des patients une hypersensibilité intestinale. Les gens ont plus facilement mal au ventre lorsqu'il y a une distension intestinale. Et puis on retrouve des anomalies des acides biliaires, des intolérances alimentaires. Et depuis quelques années, on sait également qu'il y a des anomalies au niveau du microbiote intestinal. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, le microbiote intestinal joue un rôle central dans la survenue de cette pathologie, puisqu'en fait, des altérations du microbiote ont un impact sur la motricité intestinale, sur la perméabilité intestinale, sur la régulation de l'immunité et de l'inflammation, sur les facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété, voire même la dépression, sur le fonctionnement de l'axe cerveau-intestin. On sait que cette communication, elle se fait en partie grâce à des messagers chimiques, des neurotransmetteurs qui sont fabriqués ou régulés par le microbiote intestinal. Et on sait également que le microbiote peut faciliter certaines intolérances alimentaires. Alors, comment c'est au niveau du microbiote chez les patients qui sont porteurs de l'intestin irritable? Ce qu'on retrouve dans la plupart des études, ce sont des altérations qualitatives et on verra fonctionnelles du microbiote, c'est-à-dire que les anomalies du microbiote modifient son fonctionnement. Alors globalement, on ne retrouve pas toujours les mêmes anomalies dans toutes les études, mais si on veut prendre un peu de recul et voir ce qui se passe, globalement, on retrouve une diminution de bactéries considérées comme bénéfiques et entre guillemets anti-inflammatoires. On retrouve une augmentation de bactéries qui ont plutôt un profil pro-inflammatoire, comme certaines entérobactéries ou même des bactéries sulfato-réductrices qu'on va voir tout à l'heure. On retrouve également des anomalies au niveau du microbiote fongique, c'est-à-dire que le microbiote des levures des champignons est également perturbé. Et puis, on retrouve très souvent une baisse de la diversité microbienne. Et ces anomalies-là, elles sont d'autant plus importantes que le syndrome de l'intestin irritable est sévère. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que engendre cette dysbiose? Tout d'abord, une baisse de la production de butyrate, qui est l'un des principaux acides gras à chaîne courte, qui a des propriétés anti-inflammatoires intestinales. On retrouve une augmentation de la perméabilité intestinale, ce qu'on peut parfois voir en anglais sous forme de leaky gut, qui va maintenir et favoriser une inflammation de bas grade, notamment au niveau intestinal. On retrouve une augmentation de la production de certains gaz comme le sulfure d'hydrogène par les bactéries sulfato-réductrices dont j'ai parlé juste avant, une augmentation de la sensibilité intestinale, une altération de la motricité intestinale qui peut aboutir à des troubles du transit type diarrhée ou constipation, et puis des perturbations de cet axe cerveau-intestin qui participent à l'exacerbation du ressenti de la douleur et également du stress et de l'anxiété. Alors, j'ai passé un peu vite sur la slide d'avant. Oh, je l'avais supprimée, autant pour moi. Et donc, en fait, tout ça pour dire que, à l'heure actuelle, et on l'a évoqué tout à l'heure, Patricia l'a évoqué, il y a l'alimentation joue un rôle sur le microbiote, mais également sur la pathologie. Et on a vu que de nombreux patients ressentent plus de symptômes, plus de douleurs en fonction de leur alimentation. Et donc, énormément de ces patients essaient de trouver eux-mêmes un régime qui pourrait leur convenir et diminuer les symptômes. Et parmi ces régimes, ce sont majoritairement des régimes restrictifs, tels que le régime sans lactose, le régime sans gluten, le régime sans FODMAP ou pauvre en FODMAP, parmi tout un tas d'autres régimes. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, en tout cas me focaliser sur le régime pauvre en FODMAP, puisque c'est à l'heure actuelle le principal régime restrictif qui est montré
une amélioration chez une majorité des patients atteints d'un syndrome de l'intestin irritable. Alors, qu'est-ce que c'est que les FODMAP? C'est l'acronyme pour Fermentable Oligodimonosaccharides et Polyol. En gros, ce sont des glucides qui vont ne pas être digérés dans nos intestins, qui vont arriver dans leur globalité au niveau du côlon, du gros intestin, et qui vont être digérés, métabolisés par certaines bactéries intestinales qui vont fermenter. C'est pour ça que ce sont des glucides fermentescibles qui ne sont pas absorbés ou très peu par l'intestin grêle. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces FODMAP? Il y a une étude qui montre que, heu, qu'on soit un sujet totalement sain au niveau intestinal ou qu'on ait un syndrome de l'intestin irritable, la consommation de ces FODMAP augmente la production de gaz et notamment d'hydrogène. Sauf que chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, en plus, et notamment du fait de leur hypersensibilité intestinale, bah, cette augmentation de production d'hydrogène était également corrélée à une augmentation des symptômes, notamment de douleurs et troubles du transit. Et donc, il y a plusieurs équipes qui ont travaillé sur le régime pauvre en FODMAP et notamment beaucoup les Australiens qui ont montré dans une grosse étude il y a une dizaine d'années que le fait de se restreindre, de diminuer dans son alimentation la quantité d'aliments qui contiennent ces FODMAP permettait de diminuer chez 60 à 70% les symptômes de l'intestin irritable. Malgré tout, il y a plusieurs études, mais c'est à prendre avec précaution, puisque déjà, c'est très difficile de faire des études très bien faites quand ça concerne l'alimentation, puisque pour une étude bien faite, en général, on fait des études en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il prend le vrai médicament ou un faux médicament qui est le placebo. Dans l'alimentation, c'est beaucoup plus délicat de mettre en aveugle, puisqu'on a tendance à savoir, à essayer de comprendre un petit peu, à savoir rien que visuellement ce qu'on mange. Le placebo était le plus souvent le régime habituel du patient et puis on a assez peu de suivi à moyen long terme. Et également, on retrouve quelques études qui montrent que la restriction en FODMAP ne fait pas mieux que certains conseils diététiques. Et puis ce qu'il faut faire attention, c'est que le régime pauvre en FODMAP, dont je vais vous parler un petit peu plus après, ça reste un régime restrictif puisqu'on va diminuer, certains aliments qui contiennent ces FODMAP et certains aliments bénéfiques puisque contiennent des fibres. Et donc lorsqu'on se restreint en FODMAP, on se restreint également en fibres à effet prébiotique, comme vous en a parlé Nathalie Delzen tout à l'heure. Et donc le fait de se restreindre en fibres prébiotiques, ça peut avoir un effet délétère sur le microbiote intestinal et ça peut, à long terme, continuer de l'appauvrir. Malgré tout, ça reste une aide initiale chez des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable et notamment ceux qui sont les plus ballonnés, mais pour pouvoir, qu'il soit fait efficacement et sans prendre trop de risques liés à la restriction alimentaire, il faut absolument se faire accompagner d'un diététicien ou d'une diététicienne. Alors les 2 approches actuelles validées, basées sur l'alimentation, qui font parfois aussi bien, voire mieux que les traitements médicamenteux. Il y en a 2. Il y a, ce régime pauvre en FODMAP dont je vais parler juste après et il y a des conseils plus basiques qui sont les conseils dits NICE, liés, en rapport avec le National Institute for Health and Care Excellence, au Royaume-Uni, qui consistent en gros à donner des conseils de type manger à horaires réguliers, bien fractionner l'alimentation, prendre son temps de bien manger en mastiquant bien, en s'hydratant correctement, en augmentant progressivement l'apport en fibres plutôt solubles et en limitant la consommation de certains aliments, comme les aliments ultra transformés qui sont pleins d'additifs qui vont appauvrir le microbiote et favoriser l'inflammation, diminuer les aliments très gras ou épicés, l'ail, l'oignon, l'alcool, le café, les boissons gazeuses, les édulcorants, etc. Et puis, la deuxième approche, c'est le régime pauvre en FODMAP que j'ai évoqué tout à l'heure, qui consiste à se restreindre en glucides fermentés cibles et qui comporte 3 phases. Une phase pendant 4 à 6 semaines où on élimine totalement les aliments qui contiennent beaucoup de FODMAP et ensuite une deuxième phase où on va réintroduire progressivement les aliments catégorie par catégorie pour essayer de trouver parmi les aliments riches en FODMAP ceux qui posent le plus de problèmes pour aboutir dans une troisième phase à un régime personnalisé, puisqu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la tolérance de ces FODMAP. Donc c'est un régime qui est plus complexe, une approche qui nécessite d'être accompagné par un professionnel de l'alimentation qui connaît ce régime et qui ne doit pas être proposé dans certains cas. Pourquoi? Pardon, parce qu'il y a énormément de dérives restrictives qui ne sont pas justifiées. Jusqu'à 90% des patients
qui ont un syndrome de l'intestin irritable évitent certains aliments et vont développer une relation qui va être négative avec la nourriture. Ils vont avoir la peur de s'alimenter, ils vont manger de moins en moins de choses en termes de variété, en termes de quantité, ils vont perdre du plaisir à manger. Et donc ça peut aboutir à des troubles du comportement alimentaire, notamment un qu'on appelle l'ARFID, qui, pour Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas lié à une perturbation de l'image corporelle altérée et qui est présent dans certaines études jusqu'à près de la moitié des patients ayant un syndrome de l'intestin irritable. Et les risques, ils sont réels à la fois au niveau de la santé, mais également au niveau psychologique et nutritionnel, avec du coup un moindre apport calorique et une moindre variété alimentaire, une diminution d'apport en certains micronutriments qui sont très importants pour la santé, notamment des oligoéléments, des vitamines, etc., et qui peuvent aboutir à une altération de la qualité de vie et à des perturbations de la santé mentale, stress, anxiété, dépression. Et donc, je terminerai sur un autre aspect qui est l'effet nocebo, qui est également quelque chose à ne pas négliger, puisqu'en fait, alors cet effet nocebo, en gros, c'est quoi? C'est que le fait de penser que la consommation d'un aliment va déclencher des symptômes peut suffire à déclencher ces symptômes. En gros, je vais avoir mal parce que j'ai pensé que le fait que j'ai mangé cet aliment va me faire mal. En fait, c'est un phénomène qui est relativement fréquent chez les patients ayant un syndrome de l'intestin irritable, qui a été bien démontré, chez des patients qui se disaient hypersensibles au gluten. Même sans maladie cœliaque, en gros, les gens qui pensaient manger du gluten alors qu'ils n'en mangeaient pas ressentaient plus de symptômes que des gens qui mangeaient du gluten alors qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de gluten dans l'aliment qu'ils mangeaient. Ce cercle vicieux va, renforcer cette peur de l'alimentation, compliquer les réintroductions et vraiment, faire que le patient ne va pas se sortir de ces troubles du comportement alimentaire et ne va pas aller vers une alimentation vers une amélioration de son état de santé. Donc le rôle, en tout cas pour nous, professionnels de santé, ça va être de rester relativement rationnel et bienveillant dans l'approche et les conseils alimentaires qu'on va faire à nos patients. Limiter les discours alarmistes qui sont vers l'exclusion globale de telle ou telle catégorie d'aliments pour tous les patients et essayer d'accompagner les patients vers vers une alimentation personnalisée qui soit plus flexible, apaisée et diversifiée. En gros, l'idée, et je terminerai là-dessus, c'est de faire que l'alimentation soit un allié plus qu'un ennemi, notamment dans ce syndrome complexe. Merci beaucoup, docteur Scanzi, pour ces éléments d'ordre médical après la présentation scientifique du professeur Delzen. Et ben voilà, vous avez répondu en partie à la question, alors plus largement, puisque vous estimez qu'il faut faire de l'alimentation un allié et non pas un ennemi. Et très certainement, ça s'applique donc aux fibres alimentaires. Alors, tous les éléments que vous nous avez détaillés appellent une traduction nutritionnelle et diététique dans notre assiette, compte tenu d'un encouragement, notamment à manger des fibres alimentaires. Alors, je me tournerai vers Madame Le Lorec. Vous êtes diététicienne nutritionniste, donc voilà, en votre qualité, quels sont vos conseils, vos préconisations pour nous qui souffrons du syndrome de l'intestin irritable, pour nous permettre donc d'intégrer de façon optimale les fibres dans notre assiette, puisque nous avons vu précédemment que voilà, leur absorption était positive. Et par ailleurs, les régimes NICE, ces pauvres FODMAPs qu'évoquait le docteur Scanzi, font-ils la part belle aux fibres alimentaires? Merci, Johanna. Merci Patricia. Alors, je vais peut-être écourter un tout petit peu certaines parties de ma présentation pour qu'on essaie de garder quelques minutes pour les questions. Pour compléter les éclairages très intéressants des deux précédents orateurs, moi je vais essayer de venir aborder le rapport pas toujours simple qu'on a effectivement en pratique au quotidien dans son alimentation vis-à-vis des fibres quand on souffre du syndrome de l'intestin irritable. Et hop, a priori, je n'ai pas le contrôle des slides, donc je vais demander la diapo suivante, si c'est possible, et on peut aller directement sur la suivante. Merci. Donc voilà, on se rappelle rapidement que les aliments qui sont sources de fibres vont être principalement les légumes,
les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les noix et les graines. Donc, c'est des aliments qui sont source de fibres, mais qui vont aussi, dans notre alimentation, être des pourvoyeurs importants d'énergie, mais aussi de micronutriments comme des vitamines et des minéraux. D'où, effectivement, des impacts, des retentissements multiples, pas seulement sur le microbiote, mais aussi sur la santé globale, si les apports ne sont pas nécessairement adaptés. Sur la diapo suivante, voilà, on a un petit rappel des recommandations qui ont déjà été évoquées. Qu'en est-il de la consommation réelle? Alors, dans les habitudes des Français, il ressort une consommation aux alentours de 20 grammes par jour, donc voilà, qui est un petit peu insuffisante par rapport à l'idéal. Chez les souffrants du SI, on a des données qui sont contrastées selon les études, mais en tout cas, de manière clinique, dans nos consultations, on observe effectivement plutôt une tendance à des apports restreints en fibres, et de façon plus anecdotique, on a une petite fraction de patients qui parfois vont avoir des apports qui peuvent être très excédentaires par rapport à ces recommandations aussi. Avec la diapo suivante, qu'on peut passer rapidement et puis aller directement sur la suite, je voulais évoquer avec vous pourquoi, quand on souffre du syndrome de l'intestin irritable, on peut rencontrer des difficultés à avoir des apports adaptés en fibres dans son alimentation. Le docteur Julien Scandi l'évoquait tout à l'heure, hein, on peut se retrouver un petit peu piégé par des peurs alimentaires, la peur légitime de ne pas souffrir, de déclencher des symptômes, et puis aussi par la difficulté à trouver de l'information. Les informations disponibles sur l'alimentation et le SI, sur les fibres, peuvent être discordantes, vont souvent être insuffisamment sourcées au plan scientifique. S'expriment beaucoup des personnes qui sont des praticiens, on va dire en santé alternative, naturelle, en micronutrition, ou des particuliers. Donc on a parfois des difficultés à trouver des sources fiables, et puis on peut aussi parfois avoir reçu des informations qui sont datées. Par exemple, si on a eu dans le passé des diverticules qui sont souvent liés à une constipation, peut-être qu'à un moment on a reçu le conseil d'un médecin d'avoir une alimentation pauvre en fibres. Or, on sait aujourd'hui, au contraire, qu'une alimentation riche en fibres va être favorable à la prévention des récidives. Il n'y a pas seulement une problématique d'information, il y a aussi une problématique de vécu, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir eu une grosse crise de symptômes du SI dans le sillage d'un repas qui était riche en fibres, ou à l'inverse, parfois on a des expériences un peu lune de miel, notamment des patients à qui on a recommandé un régime sans résidus, donc très pauvre en fibres, juste avant une coloscopie, et puis qui ont eu une impression de forte amélioration des symptômes. Donc après, on va être un peu plus réticent, effectivement, à en reconsommer davantage. Et puis, il faut noter que seul, sans l'aide d'un professionnel de la nutrition, c'est très complexe de tirer des conclusions fiables, et qu'on va souvent avoir tendance à confondre corrélation et causalité dans les liens qui peuvent être faits entre l'alimentation et les symptômes. Donc, si on passe à la diapo suivante, quelles informations fiables on peut quand même partager aux souffrants sur les fibres alimentaires dans le SI? Alors oui, certains types de fibres et d'aliments riches en fibres peuvent être moins bien tolérés dans le syndrome de l'intestin irritable. Mais on a aussi certains types de fibres et d'aliments riches en fibres qui vont avoir le pouvoir d'améliorer assez significativement parfois les symptômes. Et dans tous les cas, on a plus de bénéfices à inclure des fibres, à les inclure de manière adaptée, qu'à les éviter et les supprimer complètement. Donc dans tous les cas, en matière d'alimentation et de diététique, comme souvent, on a besoin de faire du cas par cas, parce qu'on a une grande variabilité interindividuelle dans la tolérance aux aliments et aux fibres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand même comme orientation un petit peu générale aux souffrants selon les types de SI? Sur la diapo suivante, on voit que dans le cas des SI avec une dominante diarrhéique, on va avoir des bénéfices fréquents à venir modérer et non supprimer les aliments riches en fibres insolubles ou irritantes, qu'on retrouve par exemple dans les céréales complètes, les légumineuses, des fruits et légumes crus, très fibreux, avec la peau, etc. Dans le syndrome de l'intestin irritable à dominante constipation, on aura plutôt des bénéfices fréquents à augmenter l'apport global en fibres, mais avec un ratio bien adapté entre les fibres insolubles et solubles. Les solubles, on en trouve par exemple dans les flocons d'avoine, dans la chair de pas mal de fruits et légumes, dans des graines de lin, de chia, etc. Au vu des données dont on dispose actuellement, on recommande plutôt effectivement de favoriser les solubles et de ne pas non plus monter en excès sur les fibres insolubles. Là aussi à personnaliser. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un SI mixte? Alors ça, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus, mais pour être bref sur le sujet, une grande majorité des SI mixtes sont quand même souvent des SIC, donc des SI constipation qui s'ignorent, et donc souvent les personnes qui ont ce type de SI vont plutôt bénéficier des mêmes conseils que des SI à tendance constipation.
Comme on peut voir sur la diapo suivante, pardon, voilà, on va avoir vraiment 4 points clés qui vont pouvoir optimiser à la fois la tolérabilité des fibres, mais aussi leurs bénéfices sur le confort digestif, mais aussi en termes de santé. D'abord, la mastication, effectivement, des fibres qui ont été suffisamment mastiquées, broyées par les dents, vont être mieux digérées, moins fermentescibles, vont générer moins de ballonnements, seront moins irritantes. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, quand on mastique bien son repas, on mange aussi plus lentement. Et donc, quand des volumes moins importants arrivent dans l'estomac et dans le système digestif, ils sont gérés aussi plus confortablement. L'hydratation va être primordiale parce que des fibres non hydratées ne servent à rien, voire peuvent être contre-productives en termes de transit en tout cas. Leur répartition sur la journée a aussi une vraie importance et peut être déterminante dans les effets qui vont être produits. Parce que si par exemple on a 2 ou 3 repas dans la journée qui sont très pauvres en fibres, et puis tout d'un coup on fait un gros repas avec une grande salade composée de crudités, des fruits en dessert, pour un système digestif d'intestin irritable, ça peut faire un petit peu beaucoup. Alors que si on avait pris la même quantité, mais qu'on l'avait correctement répartie sur le reste de la journée, pas trop à la fois, effectivement, on va avoir une meilleure tolérance. Et puis, y compris sur les bénéfices sur le transit notamment, ça fonctionnera mieux si on en a un petit peu mélangé à chacun des bols alimentaires qu'une seule fois dans la journée. Et les modes de préparation vont pouvoir jouer aussi, effectivement, selon le type de cuisson. Est-ce que l'aliment a été mixé? Est-ce qu'il a été épluché? Là aussi, on voit qu'on aura une tolérance différente. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles le diététicien peut vraiment accompagner de manière très pratico-pratique. Un petit mot rapide sur les compléments de fibres alimentaires avec la diapo suivante. Alors, c'est des choses dont si on peut passer sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Les patients vont souvent recevoir pas mal d'informations, soit par les réseaux sociaux ou en pharmacie sur ces compléments. Donc, je voulais quand même l'aborder. On va avoir, on va dire, 2 types principaux de compléments alimentaires à base de fibres. Des compléments de fibres insolubles, qui vont être à base de son de blé ou de fruits séchés. Voilà, on a certains patients qui peuvent y trouver du confort, mais attention, parce que ça peut aussi être irritant, ça peut avoir tendance à majorer les ballonnements. Pour ce qui est des compléments de fibres solubles et avec une viscosité importante comme le psyllium et la PHGG qui est donc issue de la plante de goire, on a quand même un bon niveau de preuve quant à leur efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable, notamment à dominante constipation, aussi mixte. Dans les SI à tendance diarrhée, on ne pense pas toujours à les proposer, mais il n'est pas rare qu'on ait une amélioration à la fois dans la consistance, la fréquence des selles, mais aussi le confort digestif global. Après, attention au piège avec ces compléments. Pour les compléments de fibres comme pour tous les compléments alimentaires, l'automédication est vraiment à éviter au maximum. Ce n'est pas parce que c'est en vente libre qu'on n'a pas d'interaction, de contre-indication, d'effets indésirables. Donc toujours valider avec son médecin, généraliste ou gastro-entérologue. Ensuite, ces compléments de fibres ne vont être efficaces que si la posologie est bien adaptée. On les prend au bon moment, dans la bonne quantité. Donc là aussi, il faut être bien conseillé. Et puis, de nouveau, avec suffisamment d'hydratation, sinon ça sera inefficace, voire contre-productif. Un petit mot sur le régime pauvre en FODMAP qui a déjà été présenté. Juste rappeler que c'est un protocole d'enquête qui a été conçu pour être limité dans le temps. Ce n'est pas un régime au long cours. L'objectif final de ce protocole FODMAP, c'est une rediversification personnalisée de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'il est à risque de déficit en fibres? Parce que souvent, quand on s'y prend seul, on a l'impression que parmi les fruits et légumes notamment, on a du mal à s'y retrouver. Donc les patients spontanément ont tendance à mettre quasi totalement de côté cette catégorie d'aliments. Ou en remplaçant le blé, aller vers des aliments qui sont étiquetés comme étant pauvres en gluten, qui vont être très raffinés, très pauvres en fibres, parfois avec des additifs, etc. Donc effectivement, à court terme, on a parfois le risque de majorer les symptômes, mais à moyen et long terme, si on suit ce régime au long cours, on va avoir un appauvrissement du microbiote qui ne va pas aller dans le sens d'une meilleure tolérance des aliments, ni d'une amélioration des symptômes. D'où l'intérêt d'être bien accompagné, mais voilà, je remercie le Dr Julien Scanzi d'avoir insisté sur l'intérêt des diététiciens dans cet accompagnement. Pour finir, je voulais vous montrer une petite illustration très concrète de à quoi ça peut ressembler une journée dans laquelle on a une trentaine de grammes de fibres. Et on en a même un peu plus. J'ai fait du zèle dans cet exemple. Volontairement, j'ai pris un exemple d'une journée qui est compatible avec une alimentation pauvre en FODMAP,
pas pour dire que tout le monde doit suivre une alimentation pour FODMAP, mais pour montrer que même avec la période où on fait ce régime, c'est possible de mettre suffisamment de fibres. Donc, je ne vais pas vous le relire en entier pour gagner un petit peu de temps, mais voilà, on peut intégrer des légumes, on peut intégrer des fruits, on peut intégrer des féculents qui ont une teneur en fibres intéressante, y compris lors d'une enquête pour un FODMAP. Et donc, les points clés que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui, c'est que les fibres sont ni incompatibles avec le syndrome de l'intestin irritable, ni son ennemi. On peut les concilier ou les réconcilier, et elles peuvent même devenir des alliés dans l'amélioration des symptômes. Deuxième point, il est vraiment, vraiment essentiel de personnaliser les conseils alimentaires, à la fois en fonction des symptômes, mais aussi de la tolérance de chacun, des habitudes, des besoins nutritionnels, et puis des goûts aussi. Le plaisir, on a parfois l'impression que c'est la dernière roue du carrosse dans l'alimentation quand on se fout du SI, mais on peut lui refaire une place, et une place prépondérante. Et puis pour adapter son alimentation avec plus de facilité, d'efficacité et de sécurité, il faut pouvoir s'appuyer sur un coéquipier qui a l'expertise de la nutrition et du syndrome de l'intestin irritable, et puis aussi des problématiques de comportement alimentaire liées aux peurs que le patient peut rencontrer. Et de plus en plus de diététiciens s'y forment spécifiquement. On doit vraiment encourager les patients à se faire accompagner. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup pour ces conseils très, très pratico-pratiques et au demeurant une conclusion voilà, de ces 3 interventions plutôt rassurante sur le rôle des fibres et notre possibilité donc d'en absorber et cela va jusqu'à un conseil appuyé à donc manger des fibres alimentaires. Alors, nous allons passer maintenant à la séquence de questions-réponses et je passe la parole à Camille. Merci, je vais même passer la parole à Laura puisqu'on le fait en binôme. Donc, je vais lui laisser poser la première question. Alors, C'est j'espère que vous m'entendez tous. parfait. Du coup, pour la question, une question qui est pas mal revenue sur plusieurs d'entre vous, donc à savoir, est-ce qu'il existerait un schéma ou des classifications qui pourraient simplifier, notamment auprès des consommateurs, pour justement pouvoir clarifier les différences entre fibres solubles, insolubles, fermentescibles, visqueux, qui pourrait mettre en évidence des catégories, des sous-catégories, des classes qui peuvent se recouper, ou alors voilà quelque chose qui pourrait visuellement peut-être avec des couleurs ou je ne sais pas, aider à justement différencier ces différents types de fibres et les aliments qui les composent. Alors peut-être Julien ou Johanna, je vous laisserai peut-être prendre la parole pour y répondre. J'ai activé mon micro en premier, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment la réponse à cette question. Johanna pourra peut-être l'avoir. En tout cas, moi, je pense quand même que, alors, ça peut avoir un intérêt, mais à trop vouloir, entre guillemets, rationaliser, intellectualiser et décortiquer chaque aliment, je pense que ça peut être risqué dans un certain sens de le faire soi-même sans avoir les compétences d'un diététicien, d'un nutritionniste. Sachant que Nathalie en a parlé tout à l'heure, le fait de, est-ce que séparer les fibres, les catégories fibres entre solubles, insolubles, est-ce que c'est pertinent? Le côté fermentescible des fibres, c'est quelque chose qui est encore à l'étude et on n'a pas encore toutes les réponses pour tous les aliments. Et quand on regarde les classifications, on retrouve parfois des choses qui ne sont pas cohérentes d'une liste à une autre, etc. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si Johanna, elle, en tant que professionnelle de la nutrition, a peut-être ces outils-là et va peut-être pouvoir nous en parler un petit peu mieux. Oui, non, non, je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire que c'est des tableaux qui peuvent exister, mais la question, c'est pas seulement est-ce que les informations sont disponibles, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait, quelle utilité elles vont avoir. Et effectivement, seul en tant que patient, on va pas forcément en retirer une réelle plus-value. Ça risque par contre de mettre une couche supplémentaire de complexité, de pression dans son alimentation au quotidien. Et puis effectivement, il y a cette grande variabilité entre les individus dans les symptômes. La fermentescibilité, on voit qu'elle va aussi être dépendante du profil de microbiote de chacun. Donc, on ne peut pas avoir un document comme ça définitif qui permettrait de convenir à tout le monde. Hein. C'est un peu le fantasme qu'on a tous. On aimerait bien que dans le syndrome de l'intestin irritable, il y ait une roadmap à suivre et qui convienne à tout le monde. Mais il faut vraiment qu'on passe par une personnalisation dans les conseils alimentaires.
Je peux me permettre une petite intervention sur ce point-là? Bien sûr, professeur. Oui, ouais, moi, en fait, c'est ce que j'avais mis dans la présentation et ça jalonne un peu partout, hein. Je crois qu'on doit quitter l'idée que parce que c'est soluble, c'est fermentescible, parce que c'est insoluble, ça ne l'est pas. Il y a des caractéristiques physico-chimiques tellement différentes et donc, voilà, moi, je crois que la science continue à évoluer. Peut-être qu'on n'aura plus cette dualité soluble versus insoluble qui va se profiler dans le futur. Et donc, il y a effectivement des petits tableaux qui existent, qui montrent c'est fermenté, c'est pas fermenté, etc. Je pourrais, je vais dire aux personnes qui ont organisé ce webinaire, transmettre quelques informations ou articles dans lesquels on trouve ça, mais je rejoins tout à fait les collègues qui sont là sur la prudence pour ne pas catégoriser à tout. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, il y a pas mal de personnes qui demandent en fait des exemples de fibres solubles ou de fibres insolubles qu'on pourrait retrouver dans les fruits et légumes. Donc dans l'idée, vous ne recommandez pas certains puisque c'est assez incertain et qu'il faut suivre plutôt aller vers un accompagnement personnalisé au cas par cas. Il y avait également une autre question qui est aussi un petit peu sur plutôt votre présentation, Johanna, par rapport à la partie hydratation. Est-ce que c'était plus en même temps que les repas ou alors est-ce qu'il vaut mieux espacer par rapport au repas? Alors, là aussi, ça va un peu dépendre de chacun. L'idéal, déjà, c'est de s'hydrater suffisamment. Donc, ça va être ça la priorité. Et pour beaucoup de personnes, notamment chez les souffrants du SI, on voit qu'on a des apports insuffisants. Ensuite, s'ils peuvent être bien répartis sur la journée, si c'est confortable, en tout cas pour chacun, d'en avoir aussi sur le repas et entre les repas, c'est très bien. Voilà, après, il faut voir, parce qu'effectivement, si on boit en même temps que les repas, parfois, ça va un petit peu plus distant de l'estomac. Et s'il y a une forte sensibilité à ce niveau-là, ça peut être un peu plus inconfortable. Donc voilà, en tout cas, s'il y a une prise de compléments alimentaires de fibres, encore une fois plutôt sur prescription médicale, type psyllium, etc., là pour le coup c'est indispensable d'avoir vraiment un assez grand verre d'eau avec, sinon ça peut être contre-productif effectivement. Mais sinon pour les bénéfices de manière générale, plutôt voilà, effectivement relativement étalé sur la journée. Ok, parfait, merci beaucoup. Et du coup, il y a une question qui était sur les prébiotiques à privilégier, éviter. Donc, vous avez déjà un petit peu répondu. Je ne sais pas si vous pouvez compléter par d'autres exemples ou pas. Je vous laisse Oui, peut-être mais prendre la parole. donc souvent ce qu'on considère, c'est que des fibres qui sont prébiotiques, ce sont des oligosaccharides qui sont à éviter ou bien à amenuiser dans un type FODMAP, puisqu'il y a les oligosaccharides. Or, ce sont d'excellents prébiotiques. Ce que je dirais, c'est que ce sont prébiotiques tout ce qui peut participer à une activité microbiote qui est saine. Et donc, je dirais plutôt qu'il faudrait essayer de privilégier des molécules un peu plus larges, c'est-à-dire que plus une molécule est petite, plus elle va être fermentée rapidement et donc produire comme ça une production d'hydrogène notamment qui peut être problématique chez les personnes particulièrement sensibles. Donc je voyais à éviter ou à faire attention l'oignon et l'ail. Je crois que c'est un peu vrai parce qu'il y a quand même pas mal de ces oligosaccharides. Par contre, je veux dire, quand on voit une banane qui n'est pas très mûre, on retrouve aussi ces oligosaccharides qui sont très rapidement fermentés aussi. Et donc là, je crois que voilà, c'est encore une fois, chaque personne doit avoir un ressenti et surtout la réintroduction alimentaire après un épisode, quel qu'il soit, forcé ou pas forcé, doit se faire toujours avec des petites doses d'un aliment bien déterminé et l'augmenter progressivement. On l'a vu dans toutes les études qu'on a menées, si on augmente progressivement, il y a vraiment très peu de problèmes, même chez des personnes sensibles, quand ils respectent les aliments pour lesquels ils ont une tolérance. Merci beaucoup, Nathalie. Une autre question, si vous voulez bien. Comment peut-on lutter contre l'effet nocebo? Mais là, je laisserai plutôt la parole, je vais dire, au médecin qui est présent ici, parce que je crois que c'est vraiment dans toutes les études qui sont là, ça vaut la peine Oui, bien d'avoir sûr. son avis. Tout à fait. Bon, c'est moi qui en ai parlé, donc je vais répondre. Comment faire pour lutter contre l'effet nocebo? La première chose, en fait, je pense pas que l'important soit de lutter contre, c'est juste d'en avoir conscience. C'est d'avoir conscience que quand on prend des traitements qui nous soignent, qui nous soulagent, et ben, il y a une partie de cette efficacité qui vient de ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est en fait que notre organisme est capable, par des phénomènes assez complexes, en gros, de se guérir tout seul. Euh,
C'est typiquement le bisou. Voilà, moi, j'ai 2 enfants en bas âge. C'est quand ils se font mal, on leur fait un bisou là où ils se sont fait mal et ils ont tout de suite moins mal. En fait, dans le bisou, il n'y a pas de principe actif qui lutte contre la douleur, mais simplement, on a cette capacité à se soigner, à se soulager soi-même. C'est l'effet placebo. Et donc, il faut savoir qu'il y a l'effet nocebo qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, notre, notre organisme est assez complexe, ton fonctionnement, et on peut aussi se faire du mal tout seul sans qu'on ait pris une substance qui soit à l'origine de notre mal-être, de nos symptômes. Donc c'est cet effet nocebo. Le tout, c'est d'en avoir conscience, c'est de savoir que le fait d'être anxieux, d'avoir de l'angoisse, de manger un aliment ou de faire une certaine action en pensant que ça va nous être délétère, ça peut suffire, notamment via l'angoisse que ça génère, à déclencher ces symptômes. Donc le tout, c'est juste d'en être conscient. Et après, si jamais on veut travailler dessus, il y a des travaux, il y a des études positives, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable, sur la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça peut se faire avec des psychologues, des psychothérapeutes qui peuvent travailler là-dessus, et en tout cas sur le fait de détacher un petit peu l'émotion, la peur, l'angoisse, etc., de l'alimentation. C'est-à-dire que si on mange tout le temps avec la peur que ça entraîne quelque chose, c'est pas quelque chose de bon. Donc soit on arrive à faire ce travail soi-même en prenant un petit peu de recul, soit on peut se faire aider honnêtement, et du coup plutôt par des psychologues, des psychothérapeutes qui vont euh, pouvoir essayer d'aider là-dessus. Ouais. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Ensuite, une question qui est un peu plus, où on va revenir un peu plus sur les fruits et légumes, qui est est-ce que les grands consommateurs de fruits et légumes ont plus de probabilité de développer des SI compte tenu de, voilà, pardon, de la composition de ces fruits et légumes? Il n'y a pas. Alors non, tout simplement, le fait de développer à un certain moment un syndrome de l'intestin irritable n'est en aucun cas en lien avec l'alimentation qu'on avait. Si ce n'est, en gros, on sait qu'il y a, on va dire 15 à 20% des syndromes de l'intestin irritable qui surviennent dans les suites d'une infection alimentaire, en gros une grosse gastro qui peut être liée à une infection alimentaire, et auquel cas, ça va être plutôt l'infection digestive par une bactérie, voire un virus, qui va venir perturber l'écosystème intestinal, perturber le fonctionnement de l'immunité locale, etc., qui va pouvoir engendrer le syndrome de l'intestin irritable. Donc ça va être un repas précis à un moment donné parce qu'il y aura une infection digestive. En aucun cas, le fait d'avoir un certain type d'alimentation et encore moins une alimentation riche en fibres. L'alimentation riche en fibres étant par ailleurs l'une des meilleures alimentations pour la santé intestinale, pour le microbiote et pour la santé globale. On sait que le régime le plus bénéfique pour la santé, c'est le régime méditerranéen, et c'est un régime qui est très riche en fibres, assez végétal, etc. Ok, merci beaucoup. Consommez donc tes fruits et légumes. Si on revient un petit peu sur la pathologie du SI, il y avait une question qui était sur justement est-ce qu'on peut étendre les conseils et les constats qu'on a pour le SI à des problématiques qui vont être identiques, pardon, mais sans composante de douleur. Donc on a les mêmes symptômes, qui soient constipation, diarrhée, ballonnement, mais pas de douleur. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement ou pas forcément? Alors, oui et non, tout va pas être superposable. Si on n'a que un seul trouble du transit, euh, par exemple la constipation, elle peut être tout simplement mécanique par le fait de pas bien ressentir le besoin d'aller à la selle, d'avoir des difficultés à exonérer les selles, d'avoir un intestin avec un fonctionnement relativement lent, avec une faible motricité, etc. Et auquel cas, ce qu'on a dit là par exemple sur le rôle délétère des FODMAP dans les symptômes n'aura pas du tout d'incidence. Donc, je pense qu'il y a des conseils généraux qui sont là pour tout le monde, notamment sur l'alimentation, le fait de se faire accompagner en fonction de ce ressenti, etc. Mais non, non, après là, ce sont des conseils qui sont vraiment dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Après, chez des gens qui ont des troubles du transit, plus des ballonnements, un inconfort intestinal global, mais pas vraiment de douleur, bah, c'était un syndrome de l'intestin irritable avec les précédents critères, ceux de Rome 3. Donc là, pour le coup, si on a tout, on va dire, trouble du transit, ballonnement, inconfort digestif,
on va retrouver un certain, voilà, un certain lien avec ce qu'on a dit sur le syndrome de l'intestin irritable. Merci. Merci beaucoup. Une prochaine question. Comment peut-on faire face à la prise de médicaments type antibiotiques? On pense notamment à des périodes de prise de ces médicaments assez prolongées. Comment peut-on adapter le régime avant, pendant, après, éventuellement? Est-ce qu'il y a des grands conseils? Est-ce que c'est très spécifique? Voilà. Alors, donc là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais la question est intéressante. En gros, lorsqu'on prend des antibiotiques, bon, pour une bonne raison en général, ça va potentiellement avoir des effets délétères, notamment sur le microbiote, parce que les antibiotiques ne vont pas détruire que les mauvaises bactéries, elles vont détruire assez largement les bactéries du microbiote intestinal. Donc ça va engendrer ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, un déséquilibre du microbiote qui le plus souvent va être transitoire, mais va quand même durer quelques semaines, le plus souvent. Et là, ce qu'on peut faire pour essayer de prévenir ce phénomène de dysbiose et les conséquences potentielles, notamment de diarrhée liée à la prise d'antibiotiques, ça va déjà être de prendre des probiotiques et notamment certaines souches pendant la cure d'antibiotiques. Il y a certaines souches, notamment une levure, Saccharomyces boulardii, ou des probiotiques bactériens type LGG, Lactobacillus rhamnosus GG, qui ont montré une efficacité pour diminuer le risque de diarrhée lié à la prise d'antibiotiques. Donc ça va être pendant. On prend des probiotiques en même temps que la cure d'antibiotiques. Ensuite, il va surtout il faudra essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible pour préserver les anomalies du microbiote. Ça va être avoir une alimentation riche en fibres, éventuellement apporter des aliments fermentés. Hein, les aliments riches en fibres fermentescibles vont avoir un effet prébiotique sur le microbiote. Ça va venir nourrir certaines bactéries. Souvent des bactéries bénéfiques. Et puis les aliments fermentés, eux, vont venir enrichir le microbiote. Quand on va manger, par exemple, des yaourts, qu'on va manger du kimchi ou qu'on va boire du kéfir ou du kombucha, par exemple, ou manger certains fromages, eh ben, on va venir ingérer des bonnes bactéries, souvent des bactéries lactiques, on va ingérer des levures, etc. Et ça va venir enrichir le microbiote. Et puis après, c'est se coucher à heure régulière, avoir une activité physique régulière, essayer de mieux gérer son stress, enfin, voilà, pour essayer de mieux préserver le microbiote qui va être mis sous pression pendant l'antibiothérapie. Très clair. Merci beaucoup, docteur Scandi. Et si vous voulez bien, peut-être une dernière question, peut-être pour Johanna. Comment trouver des diètes spécialisées dans le SI? Alors, c'est une très bonne question. Et on aimerait que tous les diététiciens soient formés au syndrome de l'intestin irritable. Malheureusement, c'est effectivement pas dans les études initiales, mais c'est une profession de passionnés qui se mobilisent beaucoup sur leur formation professionnelle. Donc, on en trouve quand même de plus en plus. D'abord, la psy peut être une très bonne ressource. Les relais régionaux, locaux, souvent savent un petit peu quels sont les professionnels qui sont sensibilisés, qui sont experts du SI sur leur région. Et puis aussi les autres adhérents et lors d'événements à psy en Bretagne, voilà, j'ai vu des personnes s'échanger aussi des coordonnées, des recommandations de professionnels avec qui ils avaient eu de bonnes expériences. Ensuite, côté FODMAP, si on est dans la demande d'être accompagné sur une enquête FODMAP, il y a tout simplement l'annuaire de l'université australienne de Monash, qui donc est à l'origine de ce protocole qu'on trouve en ligne. Donc si on tape sur un moteur de recherche diététicien FODMAP Monash, on va trouver toute cette liste avec une carte du monde et on trouve beaucoup de personnes par ce biais-là. Et puis, pas hésiter aussi à demander aux professionnels de santé de votre secteur, tout simplement. Souvent, votre gastro-entérologue, votre médecin traitant vont savoir un petit peu sur leur secteur, effectivement, qui sont les diététiciens qui sont formés, à qui ils ont déjà adressé des personnes qui ont été bien accompagnées. Donc voilà ce qu'on peut dire peut-être pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour toutes les réponses aux questions. Il y a des questions qui sont sur des cas très particuliers. Donc là, d'après les recommandations, plutôt d'aller voir directement, de se faire accompagner par un diététicien ou une diététicienne pour voilà, un accompagnement personnalisé. Et je vais peut-être laisser Patricia reprendre la parole pour Oui. faire une petite conclusion. Merci Camille. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas à nos trois experts, hein, très chaleureusement et je le fais évidemment en lien avec Aprifel, parce que vous avez accepté voilà, chacun de votre domaine d'investigation et de pratique, de nous proposer respectivement une clé d'entrée à la fois sur le SI, mais
plus spécifiquement sur les fibres alimentaires. Ça a été la genèse avec le professeur Delzen, la compréhension de leur fonctionnement, l'enjeu sur le SI avec le docteur Scanzi, l'enjeu sur le microbiote et bien entendu, voilà, enjeu au quotidien dans notre assiette et merci encore Johanna. Voilà. Donc nous espérons que ce webinaire vous aura apporté quand même un certain nombre de réponses clés qui vous aideront dans votre alimentation au quotidien. Et c'est vrai que l'alimentation est décidément un champ exploratoire vraiment immense et complexe. Et elle est un enjeu fort, encore une fois, pour les souffrants du SI. Donc encore merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Je sais qu'il demande de la disponibilité à l'heure du déjeuner, ce qui n'est pas forcément évident. Nous restons, nous, bien sûr, à Psy, à votre écoute. Et enfin, je rappelle que le replay sera disponible, vous sera envoyé voilà, dans les meilleurs délais. Voilà, merci beaucoup, très bon après-midi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Ah ouais.